Sur une photographie en noir et blanc, 5 silhouettes emmitouflées de fourrure se tiennent droites, comme des soldats, devant un drapeau américain planté dans la neige. Derrière l'objectif, un homme invisible orchestre la scène. Cette image, vous la connaissez peut-être. Elle a voyagé sur des timbres, des cartes postales, dans des livres d'histoire. Elle raconte, dit-on, la conquête du pôle Nord. Mais que raconte-t-elle vraiment ? Qui sont ces 5 individus dont personne ne prononce jamais les noms ? Et surtout, pourquoi cette photographie a-t-elle façonné pendant plus d'un siècle notre vision de l'Arctique, de l'héroïsme et de la masculinité elle-même ? Dans cet épisode de Nicéphore, nous allons démanteler, image après image, le mythe de l'explorateur blanc viril. Nous allons plonger dans les studios photographiques du 19e siècle où se fabriquent les héros. Et nous allons comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, cette iconographie masculine continue de geler nos imaginaires. Dans cet épisode, nous partons donc vers le nord, vers l'histoire qu'on ne vous a très certainement jamais racontée. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir le paroxysme d'une mythologie masculiniste. Je suis Élodie Bonin et vous écoutez Nicéphore, le podcast qui vous plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Nous sommes en l'an 982. Dans les fjords glacés de Norvège, le vent hurle comme une bête affamée. Le blizzard fouette les visages, mord les mains, étreint les corps jusqu'à les briser. Et sur la rive, un homme observe l'horizon blanc. Son nom, Éric le Rouge. Il porte l'exil dans son sang. Son père fut banni pour meurtre et lui refuse de porter cette fatalité comme une malédiction. Bien au contraire, pour Éric, l'exil devient une promesse, une chance d'exister là où aucun homme n'a encore laissé son empreinte. Alors, ce jour-là, avec quelques compagnons aussi fous que lui, Éric fend les glaces. Il traverse les mers, il atteint une terre qui ne veut pas de lui, où la neige mord et où le vent étouffe. Mais Éric ne recule pas. Cette terre hostile sera la sienne. Il la baptise même Greenland, le pays vert, non par honnêteté, mais par stratégie. Un mensonge séduisant pour attirer les colons, un mensonge pour mieux dominer. Car, voyez-vous, pour Éric, la nature n'est pas simplement hostile, elle est un adversaire, un miroir dans lequel il faut se refléter pour prouver sa force. Sa légende traverse les fjords, les générations, et elle engendre un héritier, Leif Erikson. Le fils d'Éric le Rouge grandit dans la dureté. Les mers, les tempêtes, le grand froid du Nord forgent son corps et son esprit.
il devient l'homme capable d'aller plus loin que son père, de traverser l'Atlantique, de découvrir des terres inconnues et de poser le pied sur des côtes qu'il nomme Vinland. Leif reprend le flambeau paternel et à travers lui, l'exil, l'audace et la force se transmettent. L'homme nordique devient l'archétype de l'explorateur, le modèle qui hantera l'Occident pendant des siècles. Et justement, ces siècles passent. La colonie d'Éric le Rouge s'efface de la mémoire collective. Sur les ponts des vaisseaux maritimes, les Européens parlent désormais d'autre chose. De continents à contourner, de commerce à développer, d'Amérique qui fait barrage entre eux et l'Asie. Pour atteindre les richesses asiatiques, ils doivent longer l'Afrique par le sud. La route est longue, épuisante et coûteuse. Alors naît un rêve un peu fou, mais partagé par tous. Celui de trouver une route commerciale par les mers gelées de l'Arctique. Mais ce rêve se heurte à la réalité. Les mers arctiques sont glaciales. La banquise est une prison qui immobilise les navires pendant des années. Et l'hivernage y devient un calvaire. Les corps s'accumulent, victimes du froid, de la faim, des maladies et parfois même du désespoir qui pousse au cannibalisme. Ces tragédies, nous les connaissons aujourd'hui grâce aux journaux manuscrits retrouvés dans les épaves, des pages jaunies où sont consignés les récits des voyages, les dessins tremblants et les gravures désespérées. Et au fil de ces témoignages, un verdict est unanime. L'Arctique est rude, froid, impitoyable. Seule la témérité peut y survivre. Et puis un jour, un mot nouveau souffle sur la banquise. Un mot qui change tout. Conquête. Ce mot habite désormais la bouche des marins devenus explorateurs. Car pendant des siècles, les Européens ont conquis des territoires. En Afrique, en Asie, en Amérique, dans le Pacifique. Des terres colonisées une à une, transformées en symboles de prestige national. Les hommes occidentaux se vantent d'avoir civilisé le monde sauvage. Mais voilà, nous sommes désormais à l'âge de l'Empire, une période de paix relative où il devient difficile de trouver de nouveaux territoires à coloniser. Comment alors continuer à prouver sa supériorité nationale? C'est là que l'Arctique entre en jeu. Pour maintenir cet esprit de compétition internationale sans rompre la paix occidentale, les pays européens et nord-américains décident de se lancer dans une nouvelle rivalité. Les explorations polaires. Bienvenue dans la célèbre conquête des pôles. Une période où seuls les plus valeureux survivront, où
où seuls les survivants prouveront la supériorité de leur nation et, le cas échéant, de leur race. Car désormais, au XIXe siècle, le verdict tombe. C'est au tour de l'Arctique de plier sous le joug de l'homme blanc. Ses froids extrêmes, ses nuits polaires, son sommet du monde deviennent autant de métaphores de supériorité. Qui bravera les tempêtes? Qui atteindra le pôle en premier? Et qui plantera son drapeau au sommet du monde? Mais la conquête du pôle Nord est rude. Techniquement, les navigateurs ne sont pas au point. Même leur nouvelle invention, la photographie, semble insensible au désert glacial. En 1853, un Américain tente l'expérience. Il s'appelle Elisha Kent Kane. Il pointe son objectif vers les flots glaciales, vers les icebergs flottant à l'horizon. Mais à chaque fois qu'il tente de développer ces images, il ne trouve que le néant, comme si l'Arctique refusait d'être capturé. Mais 4 ans plus tard, tout change. En 1857, un Français obtient enfin gain de cause. Il s'appelle Paul-Émile Millau, et pour la première fois de l'histoire, les Européens peuvent admirer la réalité arctique. Les glaciers, les icebergs, la banquise. Désormais, il est possible de documenter les expéditions et, intrinsèquement, de transformer la civilisation en spectacle patriotique. Mais pour réellement comprendre ces enjeux dont sont en quête les nations, il faut remonter à la fin du XIXe siècle. C'est à cette époque que l'Amérique et l'Europe traversent ce que l'on appelle une crise de la masculinité. La conquête de l'Ouest qui animait les États-Unis atteint son terme et l'Europe n'a plus de territoire à coloniser en Afrique. Par le même temps, la société occidentale s'urbanise rapidement. C'est cette urbanisation qui révèle alors une crainte profonde chez l'homme blanc, celle de devenir trop civilisé, c'est-à-dire mou, faible, efféminé. Cette crainte grandit en observant une menace, le mouvement des suffragettes. Ces femmes qui revendiquent le droit de vote, ces femmes qui réclament plus de place dans les sociétés occidentales. Ce mouvement fait craindre une féminisation de la société. Et pour lutter contre cette surcivilité, un nouveau modèle de vie est prôné, celle de la vie dite ardue. Une vie qui assure un regain de virilité masculine. Et le lieu idéal pour vivre cette vie ardue se présente en Arctique. Les hommes perçoivent cette zone géographique comme une tabula rasa ou encore une terra nullius, autrement dit un espace vide de population et d'histoire encombrante, un espace idéal où l'homme blanc peut imposer sa propre histoire et ses propres exploits. Là-bas, l'expédition polaire devient un laboratoire de la masculinité. Un endroit où tester qui, des hommes blancs européens ou nord-américains, est véritablement supérieur. Seul un vrai homme peut survivre dans ces conditions extrêmes. Mais comment être un vrai homme si personne ne voit vos exploits? Comment prouver votre valeur sans témoin? C'est là que la photographie entre réellement
dans notre histoire. Pour montrer leurs exploits, les explorateurs déploient de nombreux stratagèmes. Et le premier d'entre eux ressemble étrangement à ce qui se fait déjà dans la photographie coloniale, la carte de visite. Si vous écoutez régulièrement Nicéphore, vous connaissez déjà ce format qui révolutionna le médium photographique. Mais pour les non-initiés, faisons un rapide détour. Pour comprendre l'enjeu de ce petit format dans l'Occident du 19e et début 20e siècle, il faut saisir ce qu'est la cartomania, la collection massive de portraits photographiques au format carte de visite. Ces images deviennent des objets de collection recherchés. Les portraits s'échangent de main en main. L'idée est simplement de recueillir autant de portraits rares que possible. Et par cette pratique, leurs visages deviennent des produits de consommation de masse. Mais pour que cela fonctionne, il faut bien un moyen de les reconnaître. Alors, il faut créer une iconographie propre aux explorateurs du Grand Froid. Pour la première pose, il s'agit du portrait en pied. L'explorateur apparaît entièrement vêtu de fourrure, équipé d'accessoires tels une canne, une arme à feu, des raquettes ou des skis. Tout ce qui fait l'attirail du conquérant polaire. Pour la seconde pose, il s'agit du portrait en buste. Les accessoires se font plus rares, on met davantage en avant les vêtements de l'homme, son allure et sa prestance. Et enfin, pour la troisième pose, on parle alors du portrait à capuche. Un cadrage qui fait contraster fortement le visage de l'explorateur avec la noirceur et la densité de la fourrure de la capuche remontée sur le crâne. Les traits du visage ressortent, l'expression faciale, souvent frontale, devient saisissante. Sur certains portraits, des explorateurs revendiquent l'appropriation d'anoraks groenlandais, comme le Norvégien Roald Amundsen, qui pose vers 1920. Quelques décennies plus tôt, une autre photographie le représente dans un décor artificiel de neige, de banquise et de glace. Tout est faux, tout est fabriqué, mais tout semble vrai. Ce corpus d'images permet durant des décennies d'inscrire ces hommes dans une histoire presque mythologique, constituée autour de postures virilistes, d'accessoires occidentaux, d'habits groenlandais, de paysages glacials et désertiques. Ces portraits de studio sont ensuite couplés dans la presse avec d'autres photographies, des images montrant le plus souvent l'explorateur engagé sur le terrain, prenant des mesures ou bien en chassant. Un motif si fréquent qu'on peut les qualifier de tropes. La preuve que la photographie devient d'une pertinence stratégique primordiale. Elle permet d'asseoir l'explorateur, très souvent photographe lui-même, comme figure centrale de son propre récit. Il est celui qui brave les conditions les plus extrêmes que la Terre a à offrir. Et il est celui qui capture ces conditions pour le public métropolitain. Très rapidement, un diffuseur spécialisé dans les récits d'exploration devient maître dans le paysage médiatique. Il s'agit alors de la National Geographic Society. À travers leurs mots et leurs images, le magazine vend une expérience totalement inédite. Convoquer l'imaginaire des lecteurs pour leur faire vivre une expérience immédiate du monde. Et c'est ainsi qu'apparaît une notion clé de la photographie arctique, la communauté imaginée. Ce terme est conceptualisé par Benedict Anderson dans son ouvrage paru en 1983 intitulé « Communauté imaginée, réflexion sur l'origine et la propagation du nationalisme ». Selon Anderson, les nations modernes sont des communautés imaginées.
parce que même dans les plus petites nations, les membres ne connaîtront, ne rencontreront et n'entendront jamais parler de la plupart de leurs compatriotes. Et pourtant, en permettant aux gens d'une même communauté de lire les mêmes romans, les mêmes journaux, de voir les mêmes images, naît un sentiment de connexion et de communion. Et cela grâce à l'expérience partagée. La National Geographic utilise donc à dessein la rhétorique démocratique des photographies pour créer une communauté de lecteurs, éduqués, scientifiques, rassemblés autour d'explorateurs reconnus. Et pour faire partie de cette communauté, il faut adhérer au magazine financièrement, afin de recevoir le prestige de devenir membre de la société. Un sentiment d'appartenance qui transcende les divisions, qui inspire un sentiment d'appartenance nationale grâce à un spectacle arctique qui se déroule sous les yeux d'un lectorat de masse. Mais cet idéal d'égalité et de démocratisation de la science se révèle finalement n'être qu'une façade. Car derrière les apparences, les adhésions sont relativement coûteuses, réservant le contenu scientifique de la revue à une élite qui doit être recommandée par ses propres membres, et pour que ces membres continuent à adhérer à la société, il faut leur plaire. Ainsi, il n'est pas étonnant que nombre de scientifiques ont la National Geographic Society en horreur. Cette dernière détient une autorité scientifique qui lui permet des reformulations erronées des champs abordés, et sa position dans le paysage national lui permet d'échapper à l'examen critique de véritables scientifiques. En fait, la National Geographic Society occupe une position très ambiguë. Elle n'est ni vraiment scientifique, ni vraiment populaire, ni une institution gouvernementale, ni une entreprise purement commerciale. Et malgré cette ambiguïté, son pouvoir culturel reste immense. Elle revendique un soi-disant discours gouvernemental, elle prône son autorité scientifique, elle assume ses membres, une majorité masculine blanche, issue des élites. Et c'est cette même élite blanche masculine qui finance la National Geographic Society par ses adhésions. Mais en plus de cela, l'argument vendeur pour permettre ces adhésions, c'est qu'en plus d'un abonnement à la revue populaire, les membres financent directement des expéditions au pôle Nord. Et de fait, la National Geographic Society les sponsorise en échange de récits d'explorateurs et de photographies documentant les épopées. Ainsi, la National Geographic Society, tout comme d'autres médias de son époque, joue un rôle central dans la construction standardisée du récit héroïque populaire. Les récits électrisent les foules, des lecteurs attendent les prochaines nouvelles des explorations et ils se pressent, dès que l'occasion se présente, aux conférences tenues par les héros polaires. Ce que l'on peut en conclure, c'est que la National Geographic Society exerce un monopole narratif sur les récits des explorateurs. Elle veut de la crédibilité, plus que de la vérité, et cette position devient un argument de poids quand le monde bascule du 19e au 20e siècle. Parce que, en changeant de siècle, les enjeux évoluent également à l'échelle internationale. Tandis que le 19e siècle peut être défini par la course au pôle Nord, le 20e siècle est régi par un nouveau terme qui modifie la narration, à savoir la revendication de la conquête du pôle Nord. Une revendication dans laquelle la crédibilité a un poids de taille sur la soi-disant vérité. Et cela, l'explorateur Robert Peary l'a très bien compris en 1909,
quand il entreprend sa quête du point le plus septentrional de la latitude nord. Robert Peary n'est pas le premier à tenter une telle expédition. À cette époque, il est en directe rivalité avec un autre Américain qu'il tient en piètre estime, Frederick Cook. Tous deux se connaissent d'une précédente exploration menée par Peary dans les années 1890, lors de laquelle Cook a participé en tant que médecin. Où est le problème ? Eh bien, c'est qu'aux yeux de Peary, Frederick Cook n'est pas censé devenir explorateur. Un avis formé sur une simple hiérarchie typique de l'époque. En décidant de mener ses propres explorations, Peary juge que Cook sort de son rôle de membre d'exploration. Alors, quand les deux hommes décident d'entreprendre indépendamment l'un de l'autre cette conquête du pôle Nord, leur rivalité se base en partie sur une question de légitimité, à savoir lequel des deux est assez légitime pour revêtir l'habit de lumière du héros patriotique américain. Et pour Peary, la réponse est évidente. Il est, des deux hommes, le seul détenteur légitime d'un tel blason. Cook lance son aventure en février 1908. Le 21 avril de la même année, il atteint, avec son équipe, le pôle Nord. À ce stade, tous sont affamés et épuisés. Il décide donc aussitôt de rebrousser chemin. C'est finalement en septembre 1909 que Cook envoie un télégramme où il revendique sa victoire. Mais à peine le télégramme a-t-il été reçu qu'il parvient aux oreilles de son rival, Robert Peary. En quelques jours seulement, Peary envoie à son tour un autre télégramme où il revendique avoir devancé Cook. Il affirme que ce dernier n'avait jamais posé un seul pied au pôle Nord, que Cook n'est qu'un escroc. Peary annonce l'avoir atteint le 6 avril 1909. Cook prétend l'avoir atteint le 21 avril 1908. Face à une telle situation, une commission d'enquête est ouverte par le Congrès américain. Avec un présupposé assez clair, très loin d'être neutre, le pôle Nord a été conquis par les États-Unis. Mais qui, de Cook ou Peary, est le véritable vainqueur ? C'est là que le Congrès réclame des preuves. Et parmi celles-ci, les photographies ont un rôle très important à jouer. Car, contrairement à Robert Peary, qui a documenté quasi quotidiennement son épopée, Frederick Cook est loin d'avoir un corpus d'images aussi fleuri. Bien au contraire, son dossier photographique est quasiment vide. Un manque qui joue en sa défaveur. Aux yeux de la commission, le raisonnement est simple. S'il n'a pas de photographie de son voyage, c'est très certainement parce qu'il n'a pas eu lieu. S'il n'y a pas de photographie de son arrivée au pôle Nord, c'est justement parce qu'il n'y est pas allé. Mais aujourd'hui, ce manque peut être justifié par un autre argument de poids. Cook et Peary n'ont pas été financés de la même manière. Et comme vous le savez désormais, le financement d'une expédition a un poids incommensurable dans le choix de sa documentation ou de sa non-documentation. Commençons par Robert Peary. Explorateur américain reconnu depuis plusieurs décennies, son exploration obtient rapidement des financements. D'abord de la part du Peary Arctic Club, qui plus qu'un sponsor, est une garantie de diffusion à l'échelle de sa conquête à venir. Une garantie renforcée par le soutien inconditionnel de la National Geographic Society, l'un des principaux soutiens médiatiques de Peary, qui lui permet une diffusion régulière de ses exploits. Autant dire que Robert Peary a tout à gagner de documenter son expédition. En alimentant les médias, il est quasi certain que sa revendication peut acquérir les cœurs de la rédaction, des journaux, des clubs privés, des institutions. Et avoir gain de cause près de ces entités, c'est devenir la figure centrale d'un enjeu économique majeur, celui d'un récit héroïque vendable à grande échelle que les lecteurs s'arrachent en acceptant de payer le prix fort. Plus le récit se vend cher, plus les médias se remplissent les poches. Et intrinsèquement, l'État également.
Mais Frederick Cook, lui, n'a pas la même portée médiatique. Son expédition est financée par un mécène unique, ce qui explique que Cook est quasiment seul face à l'opinion publique. Il n'a pas la crédibilité scientifique de Peary. Il n'est pas la figure du héros que les États-Unis attendent. Autrement dit, il n'a pas de relais médiatique. Et donc pas de raison de documenter photographiquement son voyage. Et c'est par ce manque que son travail devient très facilement discréditable. Sans compter que l'homme est accusé d'avoir porté une fausse revendication sur l'ascension du mont McKinley en Alaska. Autrement dit, tout joue contre lui. Sa figure héroïque n'est pas assez idéale pour être vendue aux Américains comme un produit, alors on lui enlève le droit d'être dans la course. Mais attention cependant, ne pensez pas que Cook est une victime dans tout ce plateau de jeux médiatiques et économiques. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, il est clair qu'aucun des arguments apportés par Cook ne peut certifier qu'il ait réellement atteint le pôle Nord. Tout comme il est certain que Peary non plus ne l'a pas atteint. Mais même malgré les doutes qui persistent, Robert Peary est reconnu comme le vainqueur de la course du pôle Nord. Une fierté causée par de nombreux facteurs, dont l'acharnement médiatique sur l'affaire et une photographie qui semble indiscutable par la presse et son lectorat. La photographie, vous la connaissez tous certainement. Nous l'avons mentionné au début de cet épisode. Elle est prise au format portrait et au premier plan, des traces de pas sur une surface enneigée. Elle dirige notre regard vers un même point de fuite, un monticule de neige sur lequel trône un drapeau américain. Et devant ce dernier, 5 personnes alignées les unes à côté des autres, chacune dressée, droite comme des i, regardant frontalement la caméra. Tous sont emmitouflés dans leurs vêtements faits de fourrure, capuches recouvrant leur crâne, les mains enfouies de leurs gants, les jambes protégées par de chaudes bottes. La photographie est prise par Robert Peary lui-même, invisible à l'objectif car caché derrière le boîtier. L'explorateur photographe déclare que cette image a été réalisée au point le plus septentrional de la latitude nord, preuve unique qu'il a été le premier de l'histoire à atteindre ce pôle. Et cette photographie en dit beaucoup sur le consensus médiatique de l'époque. Aux yeux du lectorat, elle est, ni plus ni moins, la preuve unique que Robert Peary a été le premier de l'histoire à atteindre le pôle Nord. Et cela parce que l'image réunit un trope photographique qui semble impossible à remettre en doute, le flag planting, en français, le planter de drapeau. Dans La crainte de l'Arctique, une histoire visuelle, publiée en 2024, Catherine Manshorn explique que le flag planting est un véritable acte performatif qui nécessite, depuis l'invention du médium photographique, d'être capturé. Ce geste extrêmement codifié fonctionne comme le symbole ultime de la possession par la conquête. Et c'est par la photographie que le soi-disant héros marque le climax visuel de ses aventures, tel un véritable récit narratif. Et donc, la presse de cette époque considère que sans climax photographique, il n'y a pas d'histoire qui mérite d'être racontée. Autant dire que c'est en pleine conscience que l'explorateur Robert Peary a réalisé cette image, d'autant plus qu'elle en dit bien davantage qu'une simple conquête nationale. Car Catherine Manshorn note également que le flag planting est un trope narratif spécifiquement masculiniste. Autrement dit, il faut entendre que dans les récits alternatifs féministes, le trope du flag planting est totalement inexistant, que ce soit par les récits, les illustrations manuscrites ou encore la photographie. Ce que cela nous dit donc, c'est qu'en participant à cette iconographie, Robert Peary s'inscrit également dans le refus délibéré de la rhétorique des conquêtes. Il refuse d'avoir des rivaux ou des rivales. Il veut être le seul homme, le seul être humain et de surcroît blanc, à être reconnu comme le conquérant du pôle Nord.
Une revendication aujourd'hui contestée, mais qui par cette iconographie assumée trompe encore nos livres d'histoire et manuels scolaires. Et si cette idée a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est bien parce que cette photographie du flag planting de Robert Peary est devenue une icône dans la culture populaire. L'image a été commercialisée à toutes les sauces et tout particulièrement dans le domaine du voyage. La photographie a été reproduite en carte postale, en timbre, ce qui permet de faire circuler cet exploit à l'autre bout du monde tout en démocratisant l'iconographie héroïque produite par Peary lui-même. Ainsi, la carte postale et le timbre deviennent des supports de reproduction qui créent une économie visuelle de commercialisation de l'héroïsme qui établit, comme par la circulation des cartes de visite, une culture de masse. Cela crée ainsi une démocratisation de l'image héroïque que tout le monde peut posséder chez soi et participe à transformer l'explorateur, en l'occurrence Robert Peary, en véritable star. Ce qui mène très rapidement à un culte de la personnalité. Mais derrière cette diffusion massive d'une fausse information, celle que Peary aurait été le premier homme de l'histoire à poser le pied au pôle Nord, cette diffusion massive de son flag planting pose un sérieux problème. Un problème qui touche précisément les 5 autres sujets capturés sur cette photographie. 5 individus dont personne ne connaît les noms, ni même les identités réelles, et qui pourtant sont reproduits à foison dans la presse, sur les cartes postales et sur les timbres. Une invisibilisation aujourd'hui assourdissante de silence, si assourdissante qu'il est temps de les nommer. De gauche à droite, nous voyons indistinctement Ukua, Uta, Matthew Henson, Egingua et Sigelu. L'omerta de leurs noms dans le plan narratif de ces aventures est loin d'être un manque accidentel, et pour cela, penchons-nous tout d'abord sur le cas de la figure centrale de la prise de vue, Matthew Henson. Afro-américain, il accompagne Robert Peary pendant 21 ans d'expédition en Arctique. Mais plus qu'un simple accompagnateur, Henson possède nombre de compétences que Peary n'a pas. Il est menuisier, forgeron, cuisinier, mais aussi conducteur de traîneaux et navigateur hors pair, qui sait utiliser les instruments scientifiques nécessaires à la navigation polaire, sans oublier qu'il parle aisément la langue inuite. Il semblerait même qu'il ait été le premier de Peary et lui à atteindre soi-disant le pôle Nord. Selon le témoignage de Henson, Peary l'envoie le premier en repérage et lui demande de s'arrêter 1 mile avant le pôle afin que Peary puisse effectuer ce dernier mile en première ligne. Mais par erreur de calcul, Henson devance soi-disant le pôle de 2 miles. Il va sans dire que dans le récit de Henson, Peary entre dans une rage folle, révélant ainsi les tensions raciales qui animent le cœur de l'expédition. Sur cette photographie, donc, Henson paraît, certes, au centre du cadrage, mais non pas en position de conquérant. Au contraire, il est aux côtés même de 4 Inuits que Peary tient en piètre estime. Une estime qui, par sa position de photographe, étiquette également sur le front de Henson. Car cette étiquette ne s'arrête pas à l'unique racisme anti-noir. Aux yeux de Peary, Henson n'est qu'un outil pour atteindre l'objectif de sa quête, au même titre que les Inuits, qu'il qualifie même de machine humaine. Une déshumanisation telle des peuples autochtones qui omet totalement de l'histoire que ce sont eux qui ont construit les igloos qui ont abrité l'expédition, qui omet que ce sont eux qui chassent pour nourrir le groupe, qui fabriquent et réparent les vêtements polaires, qui guident Peary, Henson et le reste de l'équipe à travers les dangers de la banquise. Autrement dit, sans les Inuits et Henson, qui sert de lien avec les peuples autochtones, le fait même de partir en expédition aurait été un fiasco. Et pourtant, là, sur cette photographie, Peary impose son regard d'homme blanc, membre de l'élite américaine, sur 5 individus qu'il réduit à de simples machines. Il n'y représente nullement leur contribution à l'expédition par leurs compétences, leur culture ou encore leur agentivité.
ils deviennent des technologies. Pour lui, son expédition est une machine voyageuse, dont les Inuits ne sont que des rouages. Ainsi, quand la National Geographic Society diffuse l'ensemble de son corpus d'images, tout est agencé de sorte que l'expédition est présentée comme un projet scientifique, dirigé par un ingénieur civil américain aux méthodes modernes. Les rôles de guides, chasseurs, fabricants de vêtements, constructeurs d'abris qu'ont supporté les Inuits sont alors totalement effacés des récits. Et par cet effacement de rôle, c'est également le pouvoir et l'exploitation coloniale que l'on passe sous silence, que l'on invisibilise. Car on ne peut pas exploiter une machine, on ne peut que l'utiliser efficacement. Lisa Bloom conclut donc dans son ouvrage « Le genre sur la glace, idéologie américaine des expéditions polaires », publié en 1993, que cet effacement racial est bien loin d'être un simple oubli. Il s'agit d'autant plus d'un fondement même du mythe héroïque que la National Geographic Society, les institutions occidentales et Robert Peary lui-même ont construit pour prouver la virilité suprémaciste de l'homme blanc. Une virilité qui nécessite de minimiser, voire même effacer, toutes les contributions non blanches. Car révéler le rôle de Matthew Henson aurait remis en question la hiérarchie raciale de l'Amérique ségréguée. Car révéler le rôle des Inuits aurait également exposé au grand jour que la conquête du pôle n'était pas une victoire de la science occidentale sur la nature sauvage, mais une exploitation abusive de savoirs autochtones ancestraux. Autant dire que le mythe de Peary ne peut fonctionner que sur l'invisibilisation de ces réalités dérangeantes, autant dans ses récits écrits que dans ses visuels. Et cette culture visuelle de masse, qui remonte à il y a plus d'un siècle, régit encore nos imageries contemporaines. Nous pouvons notamment nommer la performance du flag planting russe en 2007 sur les fonds marins situés sous le pôle Nord, qui marque significativement un territoire par un signe historiquement masculiniste et photogénique. Mais nous pouvons également nommer la représentation quasi systématique des politiciens prétendant à acquérir le Groenland, souvent représentés en parka, et cela peu importe la météo. Nous pouvons également parler des campagnes touristiques qui s'appuient sur l'imagerie historique de l'Arctique, les stratégies marketing qui reprennent des codes visuels de l'Arctique pur et hostile, des représentations héritées des traditions coloniales et masculinistes qui, bien qu'ancrées dans l'histoire, continuent d'influencer notre perception collective de ces images. Vient ensuite la mise en scène d'équipes scientifiques missionnées en Arctique, souvent représentées en milieu extrême, accompagnées de drapeaux institutionnels. Et enfin, la figure médiatique du photographe polaire. Majoritairement masculine dans les représentations médiatiques, cette figure perpétue l'héritage visuel des explorateurs du XIXe siècle. Bien que de nombreux photographes contemporains de tout genre produisent un travail remarquable en Arctique, les récits médiatiques continuent souvent de privilégier une esthétique héroïque masculine héritée de cette époque. Souvent représenté comme le héros, pouvant attendre des heures entières sans bouger dans le froid pour saisir l'ultime photographie qu'il ramène chez lui pour nous faire honneur de sa diffusion. Un homme seul, isolé, face à une nature sauvage et dangereuse, un héros des temps modernes que nous avons le privilège de rencontrer lors d'expositions, dédicaces et projections de films. L'iconographie masculiniste arctique du 19e et du début du 20e siècle a su marquer au fer rouge dans notre inconscient collectif l'image d'un environnement à vaincre, popularisant à grande échelle des tropes narratifs et photographiques liés à l'exploit, la conquête, la domination, la souffrance héroïque. L'Arctique
C'est cet espace désertique où s'esthétise l'extrême et où s'adoucit le virilisme pour mieux le faire exister. Car là-bas, le banal n'existe pas, ou du moins, il est un détail à nier, à oublier et, si possible, à coloniser pour mieux l'effacer. Une histoire qui se fait tout au détriment des questionnements éthiques, féministes, humains et environnementaux. Et ce sont ces autres sujets que j'aurai à cœur de traiter avec vous dans mes prochains épisodes consacrés à l'histoire de la photographie en Arctique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Si toi, cher auditrice, tu as aimé cette plongée dans l'histoire de la photographie arctique, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les références citées dans cet épisode. Prends bien soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.